le directeur général de la SNHLM. Très bien. Donc, de toute façon, la politique d'habitat du Sénégal prend sa source, effectivement, du lendemain des indépendances, comme vous pouvez bien l'imaginer. Je prends date avec l'indépendance parce que justement la société que je dirige est née en 1959. Donc elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette politique a connu plusieurs étapes, dépendant également des régimes qui se sont succédés. Autant du temps de Léopold Sédar Senghor, le premier président, de Abdou Diouf que d'Abdoulaye Wade, la politique d'habitat social n'a pas toujours connu les mêmes orientations. Du temps, au départ donc, de la colonisation, dans la période de 1960, surtout en 1974, c'était le développement de grands ensembles pavillonnaires qui ont donné naissance à de grands quartiers, autant dans la capitale que dans les capitales régionales, avec l'aide des deux grands promoteurs immobiliers publics que sont la SICAP et la SNHLM. Ensuite, avec le président Abdou Diouf, il y a eu surtout des périodes d'ajustement structurel qui ont eu, je dirais, pour conséquence un désengagement progressif de l'État des sociétés du secteur parapublic, dont la SNHLM et la SICAP. Et d'ailleurs, une partie du capital de la SICAP est détenue par les privés. Alors, avec Abdoulaye Wade, il y a eu plusieurs tentatives d'associer d'autres promoteurs à la production d'habitat social. Mais il y a eu du bon et du mauvais. Djahaï a été quelquefois une expérience mal vécue. Il y a eu plusieurs promoteurs privés qui se sont illustrés par des comportements effectivement pas très recommandables, je dirais, dans le secteur. Mais aujourd'hui, avec le président Macky Sall, il y a une nouvelle orientation de la politique d'habitat social. Avec non seulement, je dirais, une idée de réinscrire la SICAP et la SNHLM dans leur mission classique, mais aussi d'associer davantage les promoteurs privés suite à des objectifs qui ont été déterminés dans le PSE, notamment la production de 150 000 unités sur 10 ans, ce qui fait 15 000 unités d'habitation sur 10 ans nécessaires pour combler le gap. Donc cela s'accompagne de mesures d'ordre réglementaire, d'ordre législatif d'ailleurs et réglementaire, institutionnel aussi, et qui ont donné en fait le vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale de la loi d'orientation sur l'habitat social, de la création du fonds de l'habitat social, et ensuite aussi la création d'une commission d'agrément des promoteurs immobiliers privés aux projets publics, ainsi que d'autres dispositifs réglementaires tels que l'arrêté conjoint entre le ministre du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie et du ministre de l'économie, des finances et du plan, instituant en tout cas un régime dérogatoire sur un certain nombre de projets pour les promoteurs qui seraient à même d'y intervenir. Mais en dehors, comme je vous l'ai dit, d'un assainissement du secteur, parce qu'il y avait besoin tout de même de revisiter nos textes, autant le code de l'urbanisme, le code de la construction, mais aussi le dispositif réglementaire dérogatoire qui va inciter en tout cas les promoteurs à davantage investir dans le secteur de l'habitation, parce que c'est un secteur qui est tout de même porteur lorsqu'il est bien organisé. Ça, c'était un point important parce que fondamentalement, il faut partir d'une bonne organisation du secteur pour pouvoir produire des résultats. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus significatif et le plus visible, c'est que d'abord, la SICAP et la SNHLM continuent à produire, la SICAP essentiellement dans l'ancienne région du Cap-Vert qui est la région de Dakar, et la SNHLM à travers tout le territoire national. Mais il y a cette dynamique aussi d'impulsion à travers les partenariats publics-privés. La ville de la nouvelle, le nouveau pôle urbain de Diamniadio en est l'illustration parfaite. Quand vous voyez des promoteurs immobiliers créer de nouvelles unités d'habitation
d'habitation à des prix défiant toute concurrence dans un espace tout à fait nouveau et répondant à toutes les commodités. Donc je pense que résumer ainsi, le pôle urbain de Diamniadio, le pôle du Lac Rose, la continuité du programme de construction de logements sociaux à travers le ministère de l'Urbanisme de l'État, la poursuite du programme Une famille, un toit, la réorganisation du secteur et également la poursuite des développements immobiliers au niveau national. Mais bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'on puisse être social dans le logement a toujours un prix. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle de régime dérogatoire. S'il y a un régime dérogatoire à la base, cela permet en tout cas un accès un peu plus facile pour les populations à ces types d'unités. C'est la raison pour laquelle on peut agir sur la fiscalité, on peut agir sur le financement et on peut agir aussi sur la mise à disposition du foncier. C'est la raison pour laquelle quand on met du foncier à disposition des promoteurs, ils peuvent le répercuter sur le prix de sortie. Donc, sinon, c'est ce que je peux dire. Et il y a également le mode de paiement. À la SNHLM, nous pratiquons encore la location-vente. Donc c'est un mode qui permet au plus grand nombre d'accéder plus facilement à un logement. Bon, c'est géré au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il y a différents programmes qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Je pense que dernièrement, il y a le programme de Diamniadio, le programme de Tivaouane et également du Lac Rose qui sont concernés par ce programme important du ministère. Un excellent rapport. Vous savez, nous sommes une famille et nous ne sommes pas forcément obligés de nous donner des coups de poing parce que la place pour tout le monde. C'est juste une question d'organisation et c'est la raison pour laquelle la réorganisation du secteur sur le plan institutionnel, légal et réglementaire était importante et c'est un bon acquis du régime du président Macky Sall. Oui, mais en fait ça c'est des problèmes qui sont partagés, je veux dire c'est universel. Mais plus on avance dans le temps et on se rend compte qu'avec le cadastrage, la superposition des différents documents de planification spatiale qu'il y a, ces problèmes deviendront peut-être de plus en plus, en tout cas, moins récurrents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Oui. Vous êtes dans quel parti? Je suis dans la mouvance présidentielle, je suis membre de l'Alliance pour la République. Je suis conseiller municipal, conseiller départemental de Tambacounda au titre de Benno Bokk Yakaar. Ah ben ça, c'est pas. Vous m'avez trouvé à mon bureau, nous sommes mardi, vous m'avez trouvé ici, donc ça veut dire que je travaille. On va faire ce que nous voulons, donc moi les week-ends, effectivement, je prends mon véhicule, je vais à Tambacounda et je m'investis comme je l'ai toujours fait. C'est que nous ne sommes pas obligés d'être sur le terrain 24 heures sur 24. Nous travaillons en équipe. Maintenant, lorsqu'il arrive le temps du week-end, il y en a qui choisissent d'aller à la mer, d'autres choisissent d'aller en villégiature. Moi, je choisis d'aller rejoindre mes équipes politiques, d'aller nous mettre au niveau de la base et de travailler comme tout le monde. Donc c'est là que nous faisons les travaux d'évaluation et de supervision. On a travaillé en amont pour récolter quelque chose en aval. Ce que nous avons fait ces 6 dernières années, c'est un investissement sur le terrain de nous-mêmes et de nos équipes qui nous ont valu les succès que nous avons dans la récolte des signatures aujourd'hui. Ah, nous, on est prêts depuis. Je veux dire, déjà la première semaine, nous avons collecté l'essentiel de ce que nous recherchons. Je préfère pas pour l'instant. Et pourquoi? Parce que, mais en tout cas, c'est un chiffre impressionnant. Mais nous préférons collecter encore pour qu'effectivement la communication soit celle qui est adaptée à ce que nous sommes donnés comme objectif. Bon, en réalité, je ne peux pas trop répondre, étant entendu que d'abord, lorsqu'il passait à la télévision, moi j'étais dans le village de Nguyen, dans la zone bananière. Ensuite, je n'ai pas encore eu le temps de lire son livre. Moi, je suis un homme structuré. Avant de critiquer un livre, je voudrais d'abord le lire. Bon, dans la démarche en tant que telle,
Il faut saluer hein, la démarche parce que maintenant, la nouvelle génération de politiciens a des choses à faire valoir. Et peut-être qu'il a des choses à faire valoir. C'est tout à fait démocratique. Maintenant, pour parler du fond, ça c'est sur la forme, hein, mais pour parler du fond, moi j'attendrai de lire le livre pour en avoir l'appréciation qu'il faut. Parce que moi j'avoue que avant le livre, il ne m'a jamais convaincu. Alors, s'il pèse lourd par rapport à des sondages que vous dites, que pèse donc le président Macky Sall dans ces 10 sondages? Et qui lui donne, en tout cas, un poids électoral impressionnant. Ce que je sais, c'est qu'il s'est présenté aux élections législatives et il a dû avoir un député au plus fort reste. Donc, moi, c'est ce que je retiens. Ça, c'est la voix des citoyens. Et sur Facebook et puis se faire des films dans sa tête, ça, c'est de la politique de salon. Mais vous savez très bien qu'actuellement, si vous allez sur le terrain, c'est le meilleur sondage. Et moi, le terrain que je fréquente, en tout cas, ne lui est pas favorable. Je leur souhaite vraiment une excellente candidature. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un réunisse les 67 000 signatures. Où est le problème? C'est très bien. Et vous vous imaginez certainement que le président Macky Sall doit être bien au-delà de tout ça. Et ça doit être lui. Aujourd'hui, avec le parrainage, découvre les dures réalités du terrain. De réduire considérablement, effectivement, ces candidatures qui sont, à mon avis, qui me semblent être trop pour notre démocratie et pour n'importe quelle démocratie d'ailleurs. Donc, c'est cela qui justifie et qui nous donne la pertinence d'une telle loi. En tout cas, c'est mon sentiment en tant qu'acteur et en tant que citoyen. Imaginez-vous, s'il s'agissait simplement de payer la caution, peut-être que ces 80 personnes peuvent payer la caution, ça veut dire que nous serions en face de nous aurions 80 candidats. Déjà, quand on avait 47 listes au niveau des législatives, mais il était quasi impossible de voter. Il a fallu faire des gymnastiques pas possibles pour qu'on puisse voter en toute sérénité et dans une grande transparence. Donc, il était évident qu'il fallait tirer des enseignements de cette dernière consultation qui a failli être chaotique par la faute juste d'un manque de filtre dans les dites candidatures. Donc, ma foi, j'estime qu'il est logique que quelqu'un qui aspire à diriger ce pays ne doit pas avoir du mal à réunir 1% du fichier électoral, 1% de citoyens électeurs pour qu'il parraine sa candidature. Ça me semble logique. Mais c'est justifié en droit, parce que ce n'est pas sorti du ciel, on ne l'a pas inventé, c'est pas sorti, je dirais, d'un non-droit, si je puis m'exprimer ainsi. C'est le Code général des collectivités locales qui parle effectivement de la révocation. Cette révocation aurait pu arriver d'ailleurs avant même la sentence qui a été prononcée. Il y a eu une décision de justice. Et la révocation, telle qu'elle est prévue dans le Code général des impôts, n'est pas en porte-à-faux avec la poursuite aujourd'hui de ce procès. Donc, ma foi, est-ce que c'est illégal? C'est bien ça la question. Est-ce que c'est justifié? Moi, je dis oui, parce qu'on ne peut pas administrer une collectivité aussi importante que celle de la capitale sénégalaise à partir d'une cellule où justement il y a eu un prononcé de la justice sur cette question. Justifiée, mais elle n'est pas illégale. Et elle aurait pu intervenir bien avant cela. La loi le permet. En plus, nous avons une jurisprudence là-dessus. Khalifa Sall n'est pas le premier maire révoqué au Sénégal. Mbaye Ndiaye l'a été et d'autres l'ont été également. Ce n'est pas le premier maire révoqué au niveau international. D'autres l'ont été à Abidjan, au Niger et ailleurs. Donc il faut aussi savoir raison garder. Ce n'est pas Khalifa Sall en tant que personne, mais c'est le système qui doit fonctionner. Il va à l'endroit de tous les Sénégalais, certes, mais surtout des Tambacoullois qui travaillent à mes côtés d'arrache-pied, que je salue et dont je salue aussi le courage et l'engagement auprès du président de la République.